Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission et mes trois invités sont restés avec moi pour cette troisième partie. Jean-Bernard Bikim, Brice Nzamba et M. Achada. Merci à vous trois d'être restés avec moi. Alors, quels sont les défis prioritaires du prochain président du Kenya? Avant d'en parler avec vous, je vous propose d'écouter Edmond Pout. Il est économiste, analyste. Il connaît très bien le Kenya. Aujourd'hui, l'insécurité est véritablement un chantier sur lequel le gouvernement kenyan doit travailler. Le deuxième grand défi, c'est celui de la corruption. Il a demandé, par exemple, à ses ministres, à son arrivée, de remettre leurs voitures de luxe, mais il a été obligé en 2015 de démettre tout son gouvernement en raison de scandales de détournement de fonds. Le troisième grand défi, c'est le défi du chômage. Corruption, insécurité et chômage, ce sont les trois principaux défis qu'identifie cet économiste pour le Kenya et son prochain président. Et puis nous l'avons entendu dans l'élément qui était passé. Le président kenyan, pour lutter contre la corruption, a commencé déjà par interdire les voitures de luxe à ses ministres. Et régulièrement, il les révoque quand ils sont impliqués dans des faits de malversation économique et financière. Une mesure efficace, M. Achadam? Oui, tout à fait. Je crois que c'est un bon exemple. Mais il faut que l'exemple commence par lui-même. En réalité, aujourd'hui, le problème de la politique en Afrique, c'est qu'il faut arriver à un moment donné où le pouvoir cesse d'enrichir ceux qui détiennent le pouvoir. Parce que, vous savez, les gens viennent souvent à la politique, ou en tout cas veulent être ministre ou président de la République, juste pour s'enrichir. Et le jour où en Afrique, le pouvoir va cesser d'enrichir, je crois qu'il y aura pénurie de candidatures. Et ça, il faut y arriver. Et donc, quand vous rencontrez un président qui prend le devant et qui montre l'exemple, je pense qu'on peut le saluer. Mais il faut aller jusqu'au bout et faire en sorte que cette situation... Aller jusqu'au bout signifie concrètement quoi pour vous? Aller jusqu'au bout signifie le faire jusqu'au bout de son mandat et faire en sorte que ceci soit durable après son mandat. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il faut un mécanisme qui permette de maintenir cet élan qu'il est en train de faire naître. Comment envisagez-vous une lutte efficace contre la corruption et l'enrichissement illicite? La transparence dans la gouvernance. La transparence. Il faut que tous les citoyens, chaque citoyen, à n'importe quel échelon où il se trouve, ait une idée précise de comment les fonds sont gérés. Parce que la gestion opaque crée des problèmes dans nos États. Vous voyez des États très riches. La transparence et l'obligation de compte rendu. Oui, en principe, un chef d'État doit avoir son compte sur le net. Un citoyen doit être capable d'accéder au compte du chef de l'État pour savoir combien et quels sont les mouvements de ce compte. Et maintenant, avant la prise de fonction du président et des ministres, il faut déclarer, il faut passer par la procédure de déclaration des biens, du patrimoine. Ce n'est pas fait dans nos États. Vous voyez des ministres milliardaires. Mais quel problème règle la question de la déclaration des biens? On connaît des gens qui, une fois vous faites la déclaration sont enrichis via leur cousin, leur neveu. Oui, ça aussi, ça peut se savoir. Il y a des enquêtes à la fin. Vous faites une déclaration de patrimoine à l'entrée de votre fonction. La question, c'est et à la fin, on réévalue. La question, c'est qui fait les enquêtes quand tout le sommet est pourri? Oui, où est impliqué? Oui, ça, vous parlez de la situation actuelle. Et nous parlons du changement. Et vous dites que Kenyatta est en train de changer les choses. Et donc, moi, c'est dans la perspective du changement que je raisonne. Je suis plus sur le statu quo dans lequel on se trouve actuellement. Jean-Bernard Bikim, alors, lutte contre la corruption, mais aussi l'insécurité. Nous l'avons, le spécialiste l'a dit. Peut-on aujourd'hui dire que le Kenya a réussi quand même à contenir d'une certaine manière la menace terroriste? Je rappelle quand même que le terrorisme a impacté négativement le tourisme au Kenya, un secteur qui représente 10% du PIB national. Je vais contredire le spécialiste qui a parlé pour la simple bonne raison qu'il a oublié les ferments de la violence au Kenya. C'est vraiment le cœur, c'est le défi de tout président. Aujourd'hui, vous avez une obligation pour le Kenya et les autres pays africains de se retrouver autour d'une table, de repenser le modèle colonial. Première question. La seconde question, la question foncière. La troisième question, comment se sortir du phénomène séculaire anti-Kikuyu, donc les questions tribales et ethniques. La quatrième question, c'est comment arriver à juguler justement l'absence d'État. Parce que les structures d'État n'existent pas au Kenya. L'État est quasi... C'est une faiblesse structurelle énorme. Il se trouve, monsieur Jean-Bernard, et le dernier point, c'est d'arriver à avoir une justice impartiale.
une justice impartiale, dites-vous. Il se trouve effectivement que le président Uhuru Kenyatta a lui-même, effectivement, c'est lui-même exprimé sur les défis qui sont ceux de son pays. C'était à l'occasion d'une adresse à la nation le 15 mars dernier. On écoute le président kenyan. Notre engagement dans l'instauration de la sécurité dans la région reste à consolider. Mais faillir à cette mission signifierait l'insécurité à nos frontières. Nous avons construit une approche de multi-agences bien coordonnée afin d'assurer la sécurité publique. Nous avons investi dans de meilleurs équipements, la formation et les outils de travail. Notre lutte antiterroriste s'est traduite par une réduction du nombre de victimes, des attaques et des tentatives par des groupes terroristes. Notre stratégie nationale pour contrer l'extrémisme violent est en train de porter ses fruits. Étant un gouvernement responsable, soucieux de créer des emplois, nous devons avoir un environnement adéquat pour attirer les investisseurs. Ces investissements, à long terme, permettront de créer plus d'emplois et mettre fin à la pauvreté. Je tiens à assurer chaque Kenyan que tous les fonds empruntés afin de pérenniser cet environnement continueront d'être utilisés à bon escient. On voit bien qu'il fait de la sécurité une priorité, M. Brice Nzamba. Oui, écoutez, je pense que de toute façon, le Kenya est un pays qui tire beaucoup de recettes du tourisme. Donc, pour que les gens viennent visiter, et d'ailleurs que ce soit pour les touristes que pour les investisseurs, il faut que le cadre, donc le pays dans lequel ils vont, il faut que le pays soit sécurisé. Donc, c'est une priorité autant interne, comme l'a si bien souligné mon ami Bernard Pikim, que j'aime beaucoup, voilà, que c'est nécessaire d'abord de pouvoir résorber les tensions internes d'abord et par la suite penser aussi au terrorisme parce que le terrorisme est lié à l'implication du Kenya dans la lutte contre le terrorisme, notamment contre les Chebab en Somalie, puisque le Kenya fait partie de la coalition avec l'Éthiopie. Voilà, donc il y a un peu, il faut sécuriser la frontière du côté de la Somalie, mais aussi sécuriser les camps, puisqu'il y a beaucoup de réfugiés somaliens qui sont entrés dans le territoire pour ces réfugiés et qui peuvent potentiellement constituer un vivier de recrutement. Voilà, donc il y a un problème. On ne peut pas ne pas rendre hommage quand même à l'armée kenyane. C'est sûr que, ce point de vue, voilà, sur ces points, on peut objectivement dire qu'il y a beaucoup d'avancées, puisqu'il y a quand même, ça date de longtemps quand même qu'il y a eu encore un attentat. Donc il y a un travail qui est fait, ça on ne peut pas le contester. En revanche, sur la corruption, moi je dirais ceci que, et vous l'avez bien souligné, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une vraie lutte contre la corruption, il faut qu'il y ait des acteurs qui sont capables de déceler, d'avoir une liberté d'enquêter, de tenir des rapports, mais qui ne soient pas dans le système étatique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut stimuler et accompagner l'émergence et la consolidation de la société civile au Kenya. Il faut qu'il y ait une société civile suffisamment alerte, suffisamment aguerrie, pour pouvoir qu'on leur donne les moyens légaux et aussi structurels pour qu'ils puissent être en mesure de vérifier donc la manière dont les fonds sont gérés. Et là, je rejoins précisément ce que nous a dit notre ami du Parti national panafricain, et qui, d'ailleurs, parce que c'est déjà appliqué en Suède. En Suède, tout citoyen suédois peut consulter sur Internet les comptes, la manière que l'argent de sa mairie est géré et les comptes affectés à la gestion des ministères. Il y a même récemment... On ne peut pas transposer, on peut pas, compte tenu de la sociologie locale, transposer ce mécanisme en Afrique. En fait, je ne dis pas que ça doit se passer précisément comme ça, mais ce que je veux dire, c'est en reprenant l'idée de la transparence. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une volonté de lutter contre la corruption quand on crée les moyens. C'est-à-dire que quand on facilite l'action libre de la société civile, quand on crée les lois, donc on promulgue des lois qui les facilitent, et quand on permet aux juges d'être suffisamment libres pour dire le droit. Ça, ce sont les trois facteurs qui peuvent permettre. Sinon, on est dans le slogan. Parce que vous savez, il y a des pays en Afrique... Très rapidement, avant de passer à Jean-Bernard Bikim, parlons de la réalité. La réalité, c'est que dans nos pays, tout le monde se connaît. On sait déjà qui vous êtes, rien que par votre nom. Et les accointances culturelles, ethniques qui existent sont aussi des freins à la lutte contre la corruption. Et certains préconisent finalement... Mais ce n'est pas une fatalité. Non, mais on ne le dit pas. Mais la solution qui consiste, et c'est celle que font certains, à faire venir des experts de l'extérieur pour auditer les sociétés ou les ministères. C'est-à-dire, par exemple, vous envoyez au Congo des experts togolais auditer des sociétés congolaises, vous envoyez au Gabon... Ça peut être une solution ou pas? Non, mais non. Moi, je pense que pour les mêmes raisons que vous venez d'évoquer là, on peut aussi dire que ce n'est pas
une solution. Puisque si ces experts doivent venir du Togo, moi qui suis un homme politique et j'ai des choses à me reprocher, et que j'ai suffisamment d'argent, il suffit que je sache qui c'est qui gère cette société. Je peux par ailleurs savoir où il a un compte bancaire, traiter avec lui, et puis il va venir faire un audit de complaisance. C'est possible, mais on ne va pas rentrer dans les intentions, sinon on Alors vous jetez a priori de soupçons sur non, mais c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas rentrer dans les intentions. Moi, je pense qu'il faut sortir du déterminisme. Tout pays, pour avancer, a besoin des hommes de grandeur. Il faut des hommes, on a besoin des hommes d'État. Il faut des hommes d'État et pas qu'un seul, avec une équipe aussi qui est convaincue de faire triompher des valeurs, au-dessus du déterminisme ethnique ou autre relationnel issu des coutumes et autres. Ce ne sont qu'avec des gens pareils qu'un État avance. Parce que pour lutter contre la corruption, il faut qu'il y ait des gens de conviction. Nous, au Congo-Brazzaville, on a eu un journaliste, M. Osebi, qui a payé de sa vie pour ses convictions. Il faut des gens de conviction. Vous pensez que les affinités peuvent être transcendées? Oui. Le contrôleur, c'est le mari de la nièce de celui qui est mis en cause. Mais c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Vous pensez qu'on peut objectivement, dans les conditions, c'est possible. Si on veut d'affinité culturelle, ça dépend de la. La force revient à la loi. Si la force revient à la loi. Mais pour que les gens appliquent la loi, vous êtes scientifique, dites-nous, ce pays a, selon les analyses, une formidable capacité d'ouverture. C'est le pays où 90% de la population sont adeptes du mobile banking. Comment expliquer cette propension des Kenyans à s'ouvrir très rapidement à la modernité, y compris en milieu rural? Alors, c'est l'un des côtés fast du libéralisme, c'est que dans le libéralisme, il y a vraiment... Je vais le faire plaisir. Il y a l'esprit d'ouverture. Je voudrais revenir sur un point avant d'avancer. Non, mais répondez. Le Kenya, aujourd'hui, bénéficie d'une aide solide et robuste des forces spéciales américaines, anglaises et israéliennes. Il faut le dire. Il faut vraiment le dire. Je ne suis pas tout le temps derrière les Israéliens, mais quand ils font des choses positives, il faut aussi dire qu'elles sont positives. Je ferme cette parenthèse-là. C'est ce qui explique d'ailleurs les succès de l'armée kenyane. Et là, je vais conforter l'aîné qui est en face de moi en lui disant « Aucune armée africaine n'est capable de défendre son territoire ». C'est vrai. Sur le fond... Ça dépend de la menace. Sur le fond... Il y a des armées qui sont fortes quand même sur le continent. On ne peut pas je pense que l'Angola peut défendre son territoire. Mais tout à fait. C'est pas seulement l'Angola. Le Rwanda aussi peut défendre son territoire. L'armée camerounaise... L'Afrique du Sud aussi peut défendre son territoire. Si vous plantez une base étrangère à côté de l'Angola... Là, vous parlez de base étrangère. Ce qu'il faut, c'est on ne peut pas comme ça, a priori, préjuger de la capacité de nos armées, alors qu'on les a vus à l'œuvre. On a vu, par exemple, le BIR, le bataillon d'intervention rapide. Vous voyez combien de fait beau travail. On le voit aussi au Rwanda. C'est sous nos yeux que le Soudan a été divisé en deux. En Éthiopie. Pardon ? C'est sous nos yeux que le Soudan a été divisé en deux. La partition du Mali, on était proche. Oui, mais il ne demeure pas moins qu'il y a des armées faibles en Afrique, ça c'est vrai. Oui, on est d'accord. C'est vrai, ça c'est vrai par ailleurs. Oui, mais là si vous avez une armée forte dans un État, l'armée algérienne est aussi citée comme l'une des meilleures armées c'est la seule en Afrique. Du continent. C'est la seule en Afrique, l'armée algérienne. Vous pensez? C'est la seule. Les autres sont pilotés par les accords de défense formels et informels. Et surtout, des accords particuliers secrets que chaque président signe avec des parties prenantes extérieures. Ça, il faut le savoir. Sur la question sociologique, de l'ouverture, ou de la propension à s'ouvrir à la modernité, très rapidement, on boucle cette partie. Nous avons là une empreinte de la colonisation. En fait, les anglo-saxons sont restés très disciplinés, ils sont moins éruptifs que les francophones et les latins, il faut le dire. Et dans la culture anglo-saxonne, en général, celui qui dirige la cité est celui qui imprime les lois, et nous avons tous intérêt à le suivre. Ce qui veut dire quoi aujourd'hui? Parce que la vraie question, elle est là. Un pays apparemment ouvert, oui, il y a du mobile banking, il y a des services. Je vais même vous dire une chose, c'est très simple. Aujourd'hui au Kenya, pour faire pipi, vous êtes obligé de payer pour faire pipi. C'est une transposition du modèle de ville
du modèle urbain, du modèle occidental. Mais on a bien compris, les Kenyans tirent donc leur capacité de modernité de la colonisation, vous l'avez dit, et c'est vrai, puisque d'ailleurs Jomo Kenyatta à l'indépendance dans les années 60, au début des années 60, a dit aux Blancs quelque chose qu'on n'a pas vu dans les autres pays. Vous pouvez rester, nous vous pardonnons tout le mal que vous nous avez fait, mais vous pouvez rester au Kenya, nous allons assurer votre sécurité. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faut saluer ici. Monsieur Akadam, dites-nous très rapidement, je dois encore une fois, excusez-moi, corriger le fait que nous avons quand même sur le continent des armées fortes. Votre pays, le Togo, est reconnu par les Nations Unies comme fournissant des meilleurs soldats, de bons soldats au contingent qui sont à l'étranger, qui sont sur les champs d'opération sur le continent. Nous devons également saluer l'armée tchadienne qui, les Français, on l'a dit au président lors de la présidentielle en avril 2016, nous avons besoin au Sahel de l'armée tchadienne. Vous voyez, nous avons des forces armées. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. L'Afrique balkanisée ne pourra jamais assurer sa propre sécurité. Et là où on se trouve en ce moment, si nous y restons là, il est possible un matin que la réoccupation de l'Afrique continue. Parce qu'en fait, ce que les Africains ignorent, les Africains ont l'impression que la conférence de Berlin a clos ses travaux. Eh bien, ce n'est pas vrai. Elle se poursuit selon vous. Elle se poursuit et il y a de nouveaux participants. Merci, monsieur Tikpi Adjadam. Vous êtes juriste, anthropologue, président du Parti national panafricain, PNP. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Jean-Bernard Bikim, analyse stratégiste. Merci à vous également. Et Brice nous envoie le juriste et l'avocat au barreau de Paris. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission consacrée à un pays stratégique, le Kenya, qui aura sa présidentielle en août 2017. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.